Et je vous remercie. Et nous allons maintenant passer la parole à messieurs Serge Vaucel et Guillaume Roquefort. Je vais les présenter pendant qu'ils s'installent. Monsieur Serge Vaucel est professeur agrégé d'EPS, il est docteur en histoire et membre de l'équipe Cresco depuis 2007 à l'Université de Toulouse. Monsieur Guillaume Roquefort est archéologue, ancien doctorant à la Sorbonne et diplômé de l'EHESS de Lyon. Messieurs Vaucel et Roquefort ont déjà travaillé ensemble sur le thème du jeu de paume. Et ici, ils élargissent le sujet en nous présentant, donc je cite, « Jeu de balle, sport de raquette, de la Renaissance à nos jours, patrimoine, héritage, valorisation ». Messieurs, à vous de jouer, si je puis dire, et vous avez 20 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et puis merci pour l'accueil. Et on voulait juste saluer les responsables du GIS qui nous accueillent depuis maintenant. Ils nous accueillent, ils nous encouragent et nous soutiennent depuis de nombreuses années puisque nous avons un partenariat qui est en place depuis 2015-2016 et on va vous présenter dans le cadre de cette petite communication un bilan des travaux que l'on a réalisés autour des jeux de balle. Donc on est bien dans cette problématique du jeu, mais aussi avec les liens qui sont souvent établis. En tout cas, on a évoqué déjà de ce matin la notion de sport. Et les sports de raquettes que nous connaissons aujourd'hui ont peut-être des origines, ou en tout cas se sont souvent revendiqués une origine ancienne, en particulier autour de la notion de jeu. Et le bilan que l'on vous présente ce matin se porte autour de la jeunesse des jeux de balle et qui vont être appelés dans un premier temps les jeux de paume, suite à des travaux que l'on a réalisés, Guillaume et moi, sur 2 sites emblématiques de ces jeux de balle, dans une salle de courte paume à Suzé-la-Rousse, un bâtiment du XVIe siècle, ainsi que dans le château de Villers-Cotterêts. Alors, pour clarifier rapidement les quelques éléments de terminologie, les jeux de balle étant pratiqués au départ avec simplement un renvoi de la balle par la main nue, donc par la paume, des formes de jeux différentes se sont structurées, des jeux longs et des jeux courts, des jeux où l'on va lancer la balle dans un espace relativement long et d'autres au contraire où on va plutôt jouer dans des espaces plus restreints. Il faut imaginer que l'origine de tous ces jeux sur la période médiévale et renaissante, ce sont des jeux que l'on va identifier comme étant des jeux urbains pour lesquels on a besoin d'un certain nombre d'éléments, un espace de jeu bien sûr, 2 équipes, pas obligatoirement de nombre identique, des joueurs qui vont se renvoyer une balle, un est-stuff, une pelote, il y aura différents noms en fonction de la structure, mais surtout un élément architectural qui est assez fondamental pour comprendre l'enjeu et le départ du jeu finalement, qui est l'auvent, un petit toit sur lequel on va commencer par envoyer la balle et à partir du premier rebond au sol, une sorte d'égalité est acquise puisque le hasard du premier rebond va permettre de rééquilibrer les chances des 2 camps qui peuvent jouer sur des espaces qui ne sont pas strictement symétriques comme on aimerait aujourd'hui le penser dans le cadre de notre vision très centrée sur l'activité sportive dans laquelle aujourd'hui il est fondamental que les 2 parties, les 2 moitiés d'un terrain soient exactement similaires. Alors il y avait des formes de jeux, j'ai dit, qui étaient relativement des jeux longs, qui avaient besoin de beaucoup d'espace, qui, comme on le voit sur ce jeu de longue paume dans le parc du château de Liancourt, au XVIIe, étaient des jeux où on avait besoin d'ustensiles pour propulser la balle relativement long. Donc on voit que sur les figurines, des ustensiles de jeu sont apparus, qui sont des battoirs, puis progressivement des raquettes. On a des ustensiles qui vont progressivement apparaître. Et mis à part ces ustensiles, l'espace de jeu, comme on l'a évoqué juste à l'instant précédemment, on l'a bien compris, l'espace de jeu, une fois que les joueurs sont partis, l'espace de jeu est finalement peu facile à analyser. Par contre, il y a les espaces de courte paume, ceux qui vont donner le jeu que l'on appelle aujourd'hui le jeu de paume, qui est en réalité un jeu de courte paume. Et on connaît bien sûr le serment du jeu de paume de Versailles. C'est un espace de jeu qui est cette fois bâti. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé ensemble avec Guillaume, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de faire un travail archéologique sur une architecture, sur du bâti,
Et c'est aussi cette forme de jeu dont on va essayer de retrouver la trace. Alors, bien évidemment, quand on se déplace à Versailles, dans ce qui est devenu aujourd'hui le musée du jeu de paume, on retrouve les galeries latérales qui entourent les trois murs principaux de l'espace de jeu. Et dans ces galeries qui permettent d'abriter le spectateur, il y a des fenêtres. Ces fenêtres sont aussi des cibles qui permettent de marquer des points, mais on a toujours l'auvent qui permet d'entamer le premier échange. Au moins, il faut que la balle du premier coup passe sur un toit pour tomber au sol, et à partir de là, on va pouvoir commencer à jouer. Donc c'est bien un jeu, et on a de nombreuses représentations où à chaque fois les joueurs sont présents, les pelotes, les balles, les esteufs, mais il ne faut pas oublier qu'il faut essayer de chercher dans l'environnement de tout ça un appentis ou un élément architectural complémentaire qui va nous permettre de pratiquer. Alors, les antiquaires de la Renaissance et puis les érudits des époques postérieures vont vouloir établir un lien entre les jeux de l'Antiquité et puis les pratiques qui sont celles du Moyen-Âge, de la Renaissance, et cette paume médiévale qui est plutôt une pratique urbaine, une pratique que l'on retrouve dans toutes les sociétés européennes de l'époque, a été perçue comme étant directement une héritière des exercices de l'Antiquité, qui pouvaient avoir d'autres structures, peut-être d'autres cohérences, d'autres logiques, mais il n'a pas été pour nous, le projet n'était pas d'établir un lien avec l'Antiquité, mais plutôt de voir, parce qu'on avait davantage d'éléments pour sourcer notre travail, voir les liens qu'il y avait entre la période du Moyen-Âge, nos activités renaissantes sur lesquelles on allait travailler sur du bâti, et puis les activités complémentaires qui sont celles de nos fédérations sportives, celles que l'on a pu croiser plus facilement. Alors, quelle est l'utilité, ou en tout cas quel est le sens de ces jeux de balle, et à quoi ont-ils servi dans ces périodes? Bien évidemment, c'est un passe-temps, c'est un jeu de renvoi, et on a aussi des jeux aujourd'hui qui sont des jeux de balles et de raquettes. Quand on joue sur la plage avec une balle et des raquettes, c'est un jeu de renvoi, et on essaie de marquer le plus de points, tout simplement en renvoyant plus de balles que la fois précédente. Donc c'est plutôt un simple jeu de renvoi où on ne marque pas les points autrement qu'en essayant de comptabiliser les coups. Sur la période qui nous intéresse, cette fois, on s'aperçoit qu'en réalité, toute une symbolique chevaleresque va se mettre en place. En particulier, c'est un jeu qui permet de gagner un territoire, de conquérir un terrain, et c'est un vrai jeu de duel inspiré des jeux d'escrime, où on va chercher à prendre une place forte, on va chercher à faire l'acquisition d'un camp qui serait un camp privilégié, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer sur la signification initiale, et puis après on ira voir sur les éléments patrimoniaux et architecturaux. C'est un jeu d'attaque et de défense. Il y a un camp qui défend une citadelle, il est dedans, c'est comme ça qu'on va le qualifier, ce sera le nom, le camp du dedans, et puis il y a les attaquants, les assaillants qui sont en dehors, et donc l'on appellera les joueurs du devers. Et pour cela, pour essayer de marquer des points, pour essayer de conquérir, il faut qu'il y ait des éléments tangibles pour faire évoluer finalement un score, puisqu'il s'agit aussi d'un jeu de stratégie dans lequel on va jouer à plusieurs. C'est un jeu d'organisation collective, un petit peu comme on se prépare sur le champ de bataille, un jeu qui est utilisé par les gentilshommes aussi parce qu'on y fait la démonstration de sa capacité de mettre en œuvre un collectif. On est un bon capitaine quand on arrive à acquérir et conquérir un terrain, et en particulier quand on va conquérir le camp du dedans, puisque c'est le camp bien souvent qui est le plus favorable. Alors on va marquer des points en visant des cibles, des ouverts, on verra ça par la suite, et dans un système de comptabilité, puisque les camps ne sont pas symétriques, je l'ai déjà expliqué, il faut arriver à comparer les points. Et c'est un système de chasse, vous connaissez l'expression qui va à la chasse perd sa place, on échangera le camp en fonction des points intermédiaires que l'on va éventuellement conquérir. Alors il y a, cette période est marquée par la problématique de la codification des jeux, et vous connaissez peut-être le calcio qui se jouait à Florence chez les Médicis, qui a commencé à structurer les grands jeux, des grands espaces collectifs d'affrontement. Il y avait exactement la même chose autour des jeux de balle, et on retrouve, grâce à ce traité d'Antonius Caino en 1555, un traité dédié non pas
aux Médicis, mais aux Est, parce que en réalité, il y a une revendication de tous ces grands princes de l'Italie d'avoir une pratique emblématique de leur capacité de promouvoir finalement l'image du gentilhomme, du courtisan. On aura le même genre de démonstration sur d'autres activités, à Pise avec le jeu, le gioco del ponte, le jeu du pont, et puis si on va à Urbino avec les Montefeltro, d'autres formes de pratiques vont être codifiées. Il ne s'agit pas d'une codification qui pose les bases d'un sport, c'est juste une présentation d'un ensemble de possibilités de jeu. Et dans ce traité, on va retrouver comme la forme la plus élaborée, la plus aboutie finalement, les jeux qui sont ceux du Royaume de France, dont le jeu du roi Henri II au Louvre. Et ces activités ont été perçues bien souvent comme des sports parce que aujourd'hui nous avons des activités compétitives et de vraies pratiques fédérales qui existent. Vous avez à gauche l'image de la salle de Courtepomme qui a été inaugurée juste à la sortie du Covid avec le club de Mérignac. Il y a une salle à Paris, il y a des salles à Fontainebleau, il y en a d'autres un peu dans toute l'Europe. Et puis on a pour la Longue Pomme des espaces de jeu qui sont au Luxembourg et puis bien sûr dans le nord de la France, en tout cas dans les départements de la Somme, de l'Oise, des formes de pratiques qui sont finalement structurées comme vous le voyez, avec un certain nombre d'ouverts, 3 galeries, et puis des espaces qui ont l'air à peu près symétriques, mais si on rentre dans les détails, on s'aperçoit que c'est pas toujours le cas. Ça se lance, je crois, Guillaume. Et cette structuration-là, il faut bien comprendre qu'elle s'est progressivement structurée sur l'aménagement, l'édulcoration. Je pense que c'est arrêté, non? C'est très très lent en histoire. Ça charge peut-être. Enfin, en tout cas, c'est la transformation d'un espace urbain qui a progressivement été codifié, simplifié, les auvents latéraux qui permettaient de lancer les balles au départ, les murs. Sur la droite, vous voyez, les murs sont pas exactement dans l'alignement. Il y a des renvois, il y a des murs en retrait. Ces espaces-là qu'on va appeler par la suite le tambour, on reviendra dessus, sont des éléments architecturaux qui sont fondamentaux. Alors, on a parlé de ces jeux, on a même eu la chance d'entendre cette introduction sur les jeux du siècle d'or en Espagne, dans cette taverne. De notre côté, c'était pas tellement le mot taverne qu'on avait envie de mettre en avant, mais plutôt le mot de tripot, qui est l'espace dans lequel on va pouvoir jouer, parce qu'on trépigne, l'étymologie du tripot c'est là, mais c'est aussi le tripot dans lequel on va pouvoir jouer à la courte pomme. Ce sont des espaces populaires qui sont très présents. On sait qu'on a plus de 250 jeux à Paris à cette époque-là, que les Français naissent la raquette à la main, on nous explique, et les tripots sont plus nombreux que les églises dans les villages. Et on a donc la possibilité de cibler cet espace qui est aussi un lieu de débauche et bien sûr de jeux de paris, puisqu'on va voir que les jeux de Bâle sont aussi des jeux à partir du Paris. Mais on a l'autre version qui est l'espace de Courtepomme à l'intérieur des châteaux, des demeures princières, et principalement, si on fait simplement le tour du traité d'André du Cerceau, on arrive à positionner un ensemble d'espaces de l'aristocratie qui sont également des espaces de jeux de Bâle. 2 sites que nous allons vous présenter. Donc, ces 2 sites qui ont fait l'objet depuis un certain nombre d'années une collaboration étroite, car notre collaboration, je pense, n'avait pas de précédent. Effectivement, un archéologue spécialiste du bâti médiéval et moderne et un historien du sport, c'est assez atypique et fort heureusement que cette collaboration a vu le jour, car nous avons pu aborder 2 sites emblématiques qui appartiennent au règne de François Ier, règne marqué, comme vous le savez, par une modification du pouvoir, par l'émergence et la diffusion notamment des éléments de la Renaissance. 2 sites aussi également qui nous ont permis de nous accorder sur une approche, vous pouvez le voir ici à la diapositive, une méthodologie qui était adaptée au site que nous rencontrions, avec une première phase effectivement d'enquête préalable suivie d'une phase de terrain et d'analyse, une phase d'enquête aussi également in situ, propre à l'archéologie, qui nous ont permis donc de travailler sur le site actuellement
qui va accueillir la future Cité internationale de la francophonie, initiée par notre président de la République, site qui est fouillé par nos confrères de l'INRAP et qui nous ont consultés dans le cadre justement des études sur les jeux de paume, car le site de Villers-Cotterêts, construit à partir de 1528-1530, dispose de 2 jeux de paume. Alors, suivant. Un jeu de paume qui effectivement présente des dispositions, donc pour vous resituer chronologiquement, nous sommes en 1530, c'est-à-dire que le traité de Scaino dont vous a parlé Serge n'a pas encore vu le jour. Nous sommes dans une phase où on pourrait parler presque d'un proto-jeu de paume, c'est-à-dire un jeu de paume qui ne répond pas entièrement aux codifications. Et justement, cette codification qui ne voit pas encore le jour, qui ne prend pas vie in situ, a amené Yves Carlier et Thierry Bernard Tambour à se poser la question suivante: est-ce qu'il s'agit d'une cour de paume une cour dans un jeu de paume ou un jeu de paume dans une cour? Et nous allons voir très rapidement pourquoi cette interrogation. À l'opposé, nous avons un autre site que nous fouillons depuis 2015 grâce au soutien du GIS. Site emblématique, absolument somptueux, de Suze-la-Rousse. Nous sommes au sud de Bolène, nous sommes aux portes de la Provence et comme vous pouvez le voir sur les photos, nous sommes dans un environnement complètement différent. Environnement complètement différent. En revanche, les 20 ans qui séparent les deux sites sont marqués en fait par une différence notable, puisque si nous, à Villers-Cotterêts, nous n'avions pas réellement cette codification qui commence à avoir le jour, à Suze-la-Rousse, en revanche, construction sans doute initiée à partir de 1555-1560 par les seigneurs de la Baume, tous les éléments précisés par Scaino voient le jour. Retour à Villers-Cotterêts, vous risquez d'être fatigués à l'issue de notre intervention car on va vous faire beaucoup de kilomètres en peu de temps. Nous avons ici une représentation de Ducerceau qui vous montre donc ici, vous voyez à l'écran, au cœur, et vous pouvez réussir à distinguer la présence de la cour et des fameuses galeries qui sont représentées. Fort heureusement qu'elles sont représentées ces galeries, car pour Suze-la-Rousse, elles ont complètement disparu. Suze-la-Rousse qui présente comme particularité d'avoir fait l'objet d'un véritable décaissement en vue d'extraire les matériaux utiles à la construction. Cette construction et ces analyses que nous avons pu mener, donc j'ai essayé de regrouper tous les éléments qui sont propres à l'étude du bâti, nous a permis de quantifier évidemment les différents types de matériaux qui sont ici matérialisés par une couleur, représentée par une couleur mauve et bleue, par une pluralité d'outils, et nous pouvons voir sur la gauche la photo qui représente les 2 types d'appareils de construction. Concernant Villers-Cotterêts, nous sommes dans une configuration totalement différente. Donc l'étude, mes confrères terminent l'étude, je crois, fin octobre, fin novembre. Donc les opérations sont toujours en cours et on peut se rendre compte à la lecture de cette photo que les différents aménagements que nous avions pu voir à Suze-la-Rousse n'ont pas été nécessaires à Villers-Cotterêts. Et pour cause, un château déjà au XIIIe siècle, un château dit philippien, était présent. Concernant Suze-la-Rousse, retour dans la Drôme, nous avons pu voir certains éléments emblématiques dont vous avez parlé Serge, à savoir les galeries. Il faut savoir que certain nombre d'éléments architecturaux permettent de déterminer la présence d'un jeu de paume, et la présence de cette fameuse galerie dont vous a parlé Serge, qui était parfaitement utile, qui était utile et qui était vraiment nécessaire dans la pratique du jeu, était présent. On peut voir ici une photogrammétrie en bas à droite de ce fameux mur qui recevait le jeu de paume dans la Drôme, une proposition de restitution et tout à fait en haut une iconographie, un détail iconographique montrant que les éléments que nous avons pu observer à Suze-la-Rousse semblent conformes à ce qui sera vu chez Scaino, ce qui sera abordé chez Scaino. À Villers-Cotterêts, en revanche, une grosse interrogation sur la présence de galeries qui, effectivement, galeries étaient présentes, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, matérialisées par le rectangle rouge. Tout en revanche, à droite, lorsque, in situ, les excavations et les opérations archéologiques ont repris, on s'est rendu compte que cette galerie devait exister, mais elle devait très certainement être très étroite, ce qui pose encore la question, à ce jour, de la présence réelle de cette galerie ou pas.
Présence emblématique également aussi d'un élément architectural qu'a évoqué Serge, le tambour, donc ce saillant architectural qui prenait part pleinement au jeu, puisque c'était une sorte de trompe-l'œil qui perturbait le jeu, le déroulement de jeu. Tambour que nous avions également présent et clairement matérialisé sur le jeu de paume de Suze-Larousse. À Suze-Larousse, grâce au GIS, nous avions pu aussi également faire l'usage d'un géoradar qui nous a permis de trouver un élément significatif, un drain hydraulique. Nous avions pu aussi également trouver des traces d'ancrage du filet, car comme un jeu de filet contemporain, nous avions un filet qui était présent. Et les derniers mots de la fin concernant justement le patrimoine de ces jeux de raquettes. Avec le lien que l'on peut établir avec un certain nombre de pratiques de raquettes, vous avez tout un ensemble qui sont des sports qui aujourd'hui se revendiquent comme étant liés à l'héritage des jeux de balle, y compris les structures fédérales. Si vous regardez un ensemble de fédérations, depuis le tennis de table, le squash, le badminton, etc., toutes ont une revendication d'avoir finalement structuré leurs propres pratiques par rapport à ces anciennes activités. Ce qu'on a simplement essayé d'établir là, c'est que cette généalogie suprême qui est revendiquée actuellement, elle est quand même remise en questionnement dans la mesure où il n'est pas tout à fait possible d'établir un lien entre des codifications qui sont celles de la Renaissance et qui sont en réalité organisées pour des ambitions totalement différentes de ce qui va paraître au 19e et au 20e siècle quand les activités vont être structurées avec d'autres logiques, d'autres structures de pratique, avec surtout la volonté de mettre en avant d'autres valeurs qui sont les valeurs de nos sociétés modernes et contemporaines. Merci à vous. Votre écoute. Merci beaucoup.